CRIF Mag, l'émission du CRIF Marseille-Provence. Bonsoir à tous, on se retrouve pour une nouvelle édition de CRIF Mag et ce soir 2 intervenants. Première partie, j'aurai le plaisir de recevoir l'historien et documentariste José Hinouz qui a réalisé un documentaire 7 octobre 2023, Un crime sans nom. Et en deuxième partie d'émission, j'aurai le plaisir de recevoir Nicole Bacharan qui sera présente le 9 mars à la convention du CRIF Marseille-Provence. José Hinouz, bonsoir. Bonsoir. Alors, je le disais en introduction, vous êtes historien, vous êtes documentariste aussi. Vous avez à votre actif, d'ailleurs, je crois, 16 documents, c'est ça. Vous avez réalisé celui dont on va parler ce soir et qui sera projeté le 4 mars au Chambord. Et c'est organisé, il y aura une séance organisée par le CRIF Marseille-Provence où vous serez présent. Ça s'appelle 7 octobre 2023, Un crime sans nom. Alors, à travers ce documentaire, on y retrouve beaucoup d'intervenants comme Gad, je vais pas tous les donner, mais comme Gad Vukovic, Georges Bensoussan, Maurice Sifergan, le journaliste, et tous ces interventions sont mélangées par des témoignages de survivants, d'endeuillés, de secouristes. Et ma première question, c'est le titre. Alors, j'imagine qu'on vous l'a souvent posé. Vous avez dit Un crime sans nom. Ce n'est pas non sans rappeler la fameuse phrase de Winston Churchill, qui parlait d'un crime sans nom, où il faisait référence aux atrocités de la Shoah. Pourquoi avoir voulu l'intituler comme ça ? Écoutez, j'ai voulu l'intituler avec la phrase de Churchill parce que je trouvais qu'on utilisait à tort le terme pogrom. Et je trouvais que ce terme pogrom n'était pas du tout adapté à ce qui s'était passé le 7 octobre 2023. Un pogrom, c'est la destruction d'une population qui n'a aucun système de défense. On parlait des communautés juives en Ukraine, en Pologne ou en Algérie, par exemple, en 1934 à Constantine. Mais Israël a une armée, un système de défense. Et de ce point de vue-là, on ne peut pas utiliser le terme pogrom. C'est pour ça que j'ai voulu réintroduire la notion de massacre, de masse, à tendance génocidaire. Parce qu'il y a le désir de détruire et de tuer le plus de juifs possible. On voit bien dans les propos tenus par les gens du Hamas, c'est tuer les juifs, Yahoud, tuer les juifs. Et de ce point de vue-là, le mot pogrom n'était pas juste. Donc je suis revenu à la phrase de Churchill, qui était étonné de voir l'ampleur des massacres en 1941 en Europe de l'Est. Et je me suis dit que l'expression était intéressante parce qu'elle réintroduisait le débat sur la nature de cet événement. Exactement, et on le sent d'ailleurs dans le titre, dans ce que vous dites, dans ce que vous me dites à l'antenne. Et quand on parle avec des historiens, c'est vrai que beaucoup d'historiens disent qu'il faut prendre garde avec ce terme de programme parce que déjà à la base, c'est difficile de définir ce qui s'est passé parce qu'il n'y a pas le recul et que c'est dans l'immédiateté et que le massacre à intention génocidaire pour eux y est, mais ils ont du mal c'est vrai, comme vous, à définir réellement ce que ça peut être, tellement c'est violent. Absolument. Massacre à tendance génocidaire me paraît pour le moment une expression temporaire juste, en attendant que d'autres historiens travaillent la question avec plus de recul. Alors à travers ce documentaire, on va parler, il y a des images assez fortes, assez violentes, il y a aussi beaucoup d'analyses, il y a des témoignages, et il y a aussi, vous avez fait appel à des psychanalystes, et vous parlez de l'approche du traumatisme, et selon des points de vue de psy ou de psychanalystes qui ont des points de vue différents. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots, parce que je trouvais cette approche intéressante. Écoutez, il y a 2 points dans ce que vous dites. Le premier point, c'est que moi j'ai voulu mettre des mots, M-O-T-S, sur les mots M-A-U-X. C'est-à-dire essayer de faire après un an une première mise à distance de l'événement. C'est pour ça que à la fois il y a des témoignages, mais aussi des mises à distance par historiens, sociologues, philosophes, psychanalystes, qui vont nous aider à appréhender l'événement. Alors évidemment, ce qui ressort de tout cela, c'est l'importance des traumatismes. Et c'est ça vraiment, je suis allé à l'hôpital de Haïfa pour justement rencontrer avec Marc Gelkov un certain nombre de personnes touchées par ces traumatismes. Et c'est quelque chose d'une violence, retourner sur soi d'une force considérable.
le nombre de personnes qui ne parlent plus, qui sont dans un état de mutisme ou qui sont dans un état de dépression avancée, c'est quelque chose de fort. Et c'est pour ça que j'ai voulu aborder avec plusieurs psychanalystes cette situation de traumatisme qui a été voulue par les gens du Hamas. Alors, dans ce documentaire, on voit qu'il est vraiment très fouillé en archives, en témoignages. Ne serait-ce que pour les archives, on sait que parfois c'est pas évident d'avoir tout de suite accès aux archives. Comment vous avez réussi ? La société israélienne est une société ouverte, démocratique, et que ce soit le ministère que ce soit la police ou que ce soit le forum des otages, c'est des institutions qui mettent à votre disposition l'ensemble des documents pour que vous puissiez travailler et rapporter des faits. Parce qu'il n'y a rien à cacher dans la société israélienne. On cache pas, on montre, on veut la vérité. Et un documentariste, son travail fondamental, c'est d'être dans la vérité. Vous savez, ma limite est toujours là. C'est ce que disait Agnès Varda, le documenteur. Évitez d'être dans le mensonge. Rapportez les faits. Et les faits seront si forts que les gens comprendront et qu'ils suffiront à eux-mêmes. Alors vous dites que les principales chaînes de télévision françaises n'ont pas voulu du tout diffuser ce documentaire. Est-ce qu'on vous a avancé des raisons ou pas ? Écoutez, très sincèrement, c'est Vic de Maillot qui a fait le travail, qui est producteur de l'entreprise Eva Productions, qui, après avoir vu le film, a apporté un soutien. Il est passé dans les chaînes de télévision, France Télévisions, Arte, RMC, etc. Et il y a deux types de réponses. Soit on répond pas, c'est-à-dire qu'on refuse de débattre avec vous, soit on vous donne des raisons, et j'ai envie de vous dire que les réponses les plus claires ont été les réponses de Canal+, qui ont dit la chose suivante, le film est un documentaire de très grande qualité, mais il est très loin de notre ligne éditoriale. Comme si qu'un documentaire pouvait avoir une ligne éditoriale. Un documentaire, c'est pas son travail. Un journaliste qui fait un reportage, c'est une ligne éditoriale, mais pas un documentaire. Donc vous voyez, on botte en touche systématiquement. C'est une forme de refus de passer le film. Et la solution qu'on a trouvée, qui est un pied de nez à toutes les chaînes de télévision françaises, c'est de travailler avec I24, qui a pris en considération notre demande et qui l'a passé 4 fois. Et il y a eu un très grand public qui a vu le film. Bien sûr. Justement parce que les chaînes françaises nous refusent. Et c'est la deuxième fois. Auparavant, mes autres films, j'en ai fait 16 de films, passés à la télévision sans problème. Depuis le film que j'ai réalisé sur Georges Bensoussan, il y a un refus de montrer mon travail. Mais je ne suis pas le seul. Pierre Erechov aussi n'a pas pu avoir une seule chaîne. Il y a un refus de montrer les faits juifs interprétés et montrés par des historiens qui sont de confession juive. Alors juste avant de se quitter, quand même une question, vous avez voulu montrer, je vous cite, cette jouissance de la mort. Est-ce que vous pensez, et c'est sans a priori que je vous pose cette question parce que je me la pose moi aussi, est-ce que vous pensez que montrer l'horreur filmée par des caméras GoPro de terroristes, ça peut faire réaliser des choses ou pas ? Écoutez, vous avez fait ce choix-là. Oui, moi j'ai fait ce choix de montrer très peu d'images. Vous remarquerez que j'ai montré très peu d'images. J'en avais même montré un petit peu moins, mais après une longue discussion avec les personnes qui travaillent avec moi, on en a montré un tout petit peu plus. De peur que l'horreur soit mise hors champ. Vous voyez, il a fallu montrer un certain nombre de plans d'horreur, mais très peu. On a fait le calcul, il y a 3 minutes. D'accord. Vous voyez, sur 76 minutes, donc très peu. On a plutôt mis les mots, etc. Alors, je reviens sur ce que vous avez dit justement. Je pense qu'il y a eu un net changement de la part des terroristes, et en particulier du Hamas, mais d'Al-Qaïda aussi, depuis l'assassinat de Daniel Pearl, où Daniel Pearl a été décapité en direct en 2002. C'est indéniable. Et là, les terroristes ont cherché et ont visé le recrutement, c'est-à-dire ils ont pris le point de vue du bourreau et non plus de la victime, en se disant le point de vue de la victime, ça créera la peur, mais nous pouvons recruter. Il y a une notion de recrutement dans cette horreur montrée, et ça c'est quelque chose de très important parce que on voit bien que ça a été une tactique mise en place par le Hamas. Ils ont acheté des milliers de GoPro. Ils ont filmé avec des milliers de GoPro. Les Israéliens
Israéliens en ont récupéré beaucoup, ont classé. Vous savez qu'il y a un fonds de documents exceptionnels et très importants pour réécrire dans plusieurs années ce qui s'est véritablement pensé, parce que là, on a un fonds historique. Et il faut prendre ces images-là comme étant des images d'archives pour nous, pour essayer de montrer ce qu'ils ont fait et empêcher tout déni de la réalité. Oui, justement, et c'est là, ce sera ma dernière question. C'est intéressant quand vous parlez de la bascule avec Daniel Pearl, vous disiez où la dynamique a changé, puisqu'on se la pose cette question. Et il faut noter aussi que c'est l'avènement d'Internet. On est dans les années 2000. Absolument. Alors là, vous touchez un point essentiel, c'est qu'effectivement, ils ont complètement intégré l'idée de l'usage des réseaux sociaux puisqu'ils ont diffusé en direct. On voit bien ce jeune qui appelle ses parents sur WhatsApp et qui dit « Papa, maman, j'ai tué plein de monde ». Oui. Et la mère qui dit « Tu ». Oui. Et là, on voit bien la connaissance qu'ils ont des réseaux sociaux et l'usage qu'ils ont des réseaux sociaux. Là, à la fois, il y a la jouissance partagée avec sa famille, mais en même temps, le but de recruter par ce genre de son, par ce genre d'image, d'autres personnes. Vous voyez, il faudrait réintroduire la notion de morale aussi. Le mal et le bien. Parce que là, on est au cœur du mal. On est au cœur du mal. On découpe des gens en morceaux, on les brûle. On tue des enfants et on les montre. Dans les images, vous voyez, on n'a pas montré l'horreur, hein. Je vous promets que je ne vous ai pas montré l'horreur, mais j'ai vu des images qui sont absolument atroces. Et là, viennent d'être publiés les crimes de violence sexuelle commis le 7 octobre par le Centre d'aide aux victimes de viol. Le document est exceptionnel parce qu'il reprend tous les témoignages des femmes qui ont vu d'autres femmes qui ont été cachées pendant Nova ou autre, et qui racontent comment les gens du Hamas ont violé, tué, assassiné, mais surtout violé. Et ça, si vous voulez, c'est quelque chose qu'il faudra travailler dans l'avenir. Montrer avec beaucoup plus avec une distance, ni rire, ni pleurer, ni haïr, comme disait Spinoza. Comprendre, essayer de faire comprendre. José Aynouz, je vous remercie infiniment. 7 octobre 2023, Un crime sans nom. C'est le documentaire que vous avez réalisé qui sera diffusé par le CRIF Marseille-Provence au cinéma Le Chambord. C'est le mardi 4 mars à 19h. Je vous remercie infiniment. Il y a rendez-vous le mardi 4 mars. Au revoir. Au revoir. On se retrouve pour la deuxième partie de CRIF Mag et j'ai le plaisir, et je vous l'avais annoncé, de recevoir Nicole Bacharan. Nicole Bacharan, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historienne, politologue, spécialiste des États-Unis et le CRIF Marseille-Provence aura l'immense plaisir de vous retrouver le dimanche 9 mars à l'hôtel du département pour sa traditionnelle convention régionale dans le thème plus général, le monde face à ses fractures géopolitiques, société et identité. Vous interviendrez pour un déjeuner de débat autour des États-Unis, des dernières élections américaines, justement des conséquences au niveau géopolitique et bien évidemment aussi vis-à-vis d'Israël. Alors ça fait beaucoup de choses, Nicole Bacharan. Alors dites-moi déjà, ça fait beaucoup de choses. Vous allez avoir beaucoup à dire. Mais dites-moi en premier et avant tout, une réélection, on va dire, de Donald Trump on va se concentrer tout d'abord, si vous voulez, aux États-Unis, qui a été quand même, moins qu'on puisse dire, c'est assez suivi par la population vu les votes. Mais écoutez, c'est une élection tout à fait légitime, bien sûr, incontestable, avec une vraie majorité. C'est pas un raz-de-marée, mais Donald Trump est le président des États-Unis. Et d'ailleurs, personne ne le conteste. Il n'y a eu aucune contestation. Par contre, c'est vrai que ce à quoi on assiste dans les premières semaines de cette présidence, c'est vraiment une attaque au bazooka contre les institutions démocratiques, puisque la démocratie, c'est évidemment le respect de l'élection, mais c'est aussi le respect de l'état de droit, le respect des institutions, et ça, c'est ce qui est vraiment menacé à l'heure actuelle aux États-Unis. Alors justement, à côté de cela, on le voit que c'est vraiment, que c'est en tout cas particulier, et que nous, on n'a pas trop l'habitude de voir quand même, entre guillemets, ces prises de liberté avec les institutions. Alors, Donald Trump, qui est devenu président, on voit vraiment les choses. On a l'impression que même au niveau de la géopolitique, toutes les lignes se bousculent. Alors déjà, j'aimerais bien que vous nous parliez, puisque vous êtes sur une radio juive, il y a eu ce fameux accord sur les otages, cette fameuse menace de Donald Trump de si tous les otages n'étaient pas libérés, de semer l'enfer. Quand il dit ça, ça veut dire quoi exactement ?
Mais écoutez, ça veut dire qu'il essaye de faire une pression maximale, mais que ses actes ne suivent pas toujours. Alors qu'il arrive, en considérant la situation au Moyen-Orient, j'ai envie de dire, avec des yeux neufs, en disant, grosso modo, ça fait 80 ans qu'on cherche des solutions et que ça ne marche pas. Essayons d'inventer autre chose. Ça me paraît légitime. Qu'il lance des propositions comme sur Gaza, qui sont essentiellement des provocations, avec peut-être derrière l'idée que les États arabes, par exemple, vont peut-être se dire c'est peut-être le moment qu'on prenne une responsabilité vis-à-vis de ce qui se passe à Gaza. Pourquoi pas? Mais quand il dit si tous les otages ne sont pas libérés samedi dernier à midi, je déclencherai l'enfer. Non, il en chargerait Israël. Il n'avait jamais été question d'envoyer des troupes américaines. Et puis finalement, quand le Hamas revient à l'accord péniblement négocié et finit par lâcher avec cette mise en scène obscène les 3 otages prévus, tous les otages ne sont pas libérés et il ne s'est rien passé de l'enfer supplémentaire promis par Donald Trump. Ce qui fait que ça affaiblit la crédibilité de sa menace et son efficacité. Pour que les menaces aboutissent sans qu'on appuie sur le bouton nucléaire, il faut que l'on y croit. Et là, déjà, on y croit moins. Alors justement, Nicole Bacharan, quand il y a eu, vous l'avez dit vous-même, souligné ce pénible accord sur les otages, on a vu émerger que ça a recommencé, parce que c'était quand même un moment qu'il n'y avait plus du tout lui de libération. Beaucoup disent, certains, je dirais, disent finalement, dans ce cas-là, il a fait bouger les lignes Donald Trump. D'autres diront que c'était quand même sur les rouages avec Joe Biden avant et que c'est pas en 3 semaines que les choses se sont faites. Quelle est votre analyse? Je pense que les deux sont vrais, en fait. Je pense que l'administration Biden, depuis que Israël a attaqué Gaza, après un certain temps, après le pogrom du 7 octobre, non pas immédiatement, mais depuis que la contre-offensive israélienne, l'équipe Biden, Blinken, Sullivan était tout le temps présente, soit physiquement, soit au téléphone, pendant plus d'un an et demi. Donc ils ont énormément travaillé, ils ont énormément œuvré. C'est vrai que Donald Trump est arrivé et que ça a pu déclencher un certain nombre de choses. D'abord, il est vrai qu'il envoie que pour le représenter un ami proche, un grand magnat de l'immobilier qui n'a pas de légitimité particulière en géopolitique, mais qui peut aussi apporter un regard neuf en disant bon là il va falloir bouger. On peut dire aussi que certainement Benjamin Netanyahou, qui a joué vraiment pour Trump contre Biden, a pu se dire j'aurais pas mieux. Donc c'est peut-être le moment là aussi sur les otages d'accepter une sorte d'accord, même pas très satisfaisant, parce que Trump le veut, et lui infliger un camouflet au moment de son investiture, c'était très nuisible pour Netanyahou et certainement aussi pour Israël. Donc oui, l'arrivée de Trump a joué. Mais vous savez, il y a une expression en anglais qui est c'est les derniers 10 centimes pour faire $1. D'accord. 90 centimes et hop, voilà, pour que la bascule se fasse, il a fallu ces 10 centimes en plus. Alors à côté de ça, tout le monde est resté quand même rivé ce week-end devant le téléviseur et notamment sur la guerre en Ukraine, sur ces rencontres, sur ces sommets où les États-Unis finalement ont complètement écarté tout ce qui était européen. On revoit un petit peu les alliances et les conversations Poutine-Trump. Quelle est votre analyse? Écoutez, d'abord je voudrais souligner une chose. C'est le choc évidemment que nous a procuré le discours du vice-président J.D. Vance. La vision géopolitique de Donald Trump, grosso modo, on la connaît, il n'aime pas le multilatéralisme, il n'aime pas l'OTAN, il n'aime pas les alliances, il veut gérer d'homme à homme, entre hommes forts, avec Poutine et Xi Jinping, les questions qui peuvent les concerner les uns et les autres. Et on savait déjà que l'OTAN était extrêmement fragilisée. Mais ce qui s'est passé avec le discours de J.D. Vance, c'est autre chose.
c'est vraiment une déclaration de guerre idéologique. Il ne s'agit pas seulement de dire aux Européens, il va falloir dépenser plus d'argent parce qu'on ne peut pas tout financer de votre défense. C'est quelque chose de tout à fait légitime et que les Américains disent depuis longtemps. Non. Et je voudrais vraiment rappeler un fait qui, moi, m'a extrêmement choquée et je crois que vous y serez sensible. Avant ce discours, entre sa visite à Paris et son arrivée à Munich, J.D. Vance et sa femme ont visité le camp de concentration de Dachau. Et le lendemain, il a fait un discours pour dire quelle honte de ne pas avoir invité l'AfD à Munich. Et là, il y a quelque chose de pervers, de destructeur, qui augure du pire dans nos relations futures avec les États-Unis. Ok. Eh bien, Nicole Bacharan, je vous remercie infiniment. C'est un avant-goût du plaisir que l'on aura de vous retrouver le 9 mars à... Merci. Donc le dimanche 9 mars, où vous serez l'invité pour un déjeuner-débat de la convention régionale du CRIF Marseille-Provence. Je vous remercie infiniment, Nicole, et à très très bientôt. Au revoir. Merci Karine, à bientôt. Au revoir. CRIF Mag est terminé pour aujourd'hui. N'oubliez pas les rendez-vous, les prochains rendez-vous, puisque le 24 février, le CRIF Marseille-Provence aura le plaisir de recevoir Tal Brutman sur une conférence pour la libération, la découverte et la libération du camp d'Auschwitz pour le 80e anniversaire. Ensuite, le 4 mars, n'oubliez pas, à 19h, eh bien, il y aura le documentaire réalisé par José Eynouz, 7 octobre 2023, Un crime sans nom, qui sera au Chambord. Le 9, eh bien, ce sera le 9 mars, le dimanche 9 mars, la convention régionale du CRIF Marseille-Provence. Je vous remercie infiniment et à la semaine prochaine.